Good morning! My name is Stéphane Bourchier. I'm the Dean and General Director of Berlin School of Business, a French business school. We will have the opportunity to talk about my school later. But first of all, I would like to talk about a critical issue which concerns the situation of CEO, of leaders and managers in the French economy. Vous l'aurez compris, moi c'était allemand première langue, donc je vais m'arrêter là tout de suite avec l'anglais. Néanmoins, à travers cette toute petite introduction en anglais, ce que je voudrais signifier, et on va ensuite parler du dirigeant d'entreprise, eh bien, c'est le fait que l'une des difficultés majeures aujourd'hui de l'économie française, je ne vais pas faire une conférence sur la mondialisation, je l'ai fait il y a 2 ans ici même, mais l'une des difficultés majeures de l'économie française, c'est la capacité à conquérir le monde. On a un déficit commercial qui est abyssal, et l'une des raisons de ce déficit commercial qui est abyssal, c'est l'absence de culture internationale des dirigeants français. Et l'absence de culture internationale des dirigeants français, comment la corriger? Avec vous. Avec vous, avec une formation qui fait que de futurs cadres, de futurs dirigeants d'entreprise, eh bien, auront une culture beaucoup plus internationale et seront de fait beaucoup plus à même de conquérir le monde. On va en parler dans quelques instants. Merci de m'accueillir, merci de votre présence. C'est un plaisir de revenir tous les ans à Amiens pour échanger avec vous. Alors l'objet de cette conférence, c'est pas parler de mon école. Si à l'issue, durant la discussion, vous avez des questions sur mon école, sur le concours, sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur les écoles de management, je serai ravi d'y répondre et d'échanger avec vous. Mais l'objet, c'est, en accord avec vos professeurs, d'échanger sur une thématique qui vous concerne peut-être pas directement aujourd'hui, mais vous avez intérêt à vous y projeter, parce que vous allez rejoindre les écoles de management à l'issue du concours, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, et puis ensuite, une fois que vous serez sorti de l'école, parce que c'est bien de rentrer dans une école, mais le plus important c'est d'en sortir, et d'en sortir diplômé, eh bien un certain nombre d'entre vous, vous serez rapidement confrontés à ce qu'est un dirigeant d'entreprise. Donc autant d'ores et déjà vous donner des clés d'autant plus importantes que paradoxalement nous sommes des écoles de management et que le constat que j'ai fait depuis de nombreuses années, c'est pour ça que nous avons développé un cours à l'école sur le dirigeant d'entreprise, c'est que paradoxalement dans nos écoles, c'est extrêmement rare qu'on parle du dirigeant d'entreprise. On parle de tous les aspects disciplinaires du management, la finance, le marketing, la stratégie, l'économie, le contrôle de gestion, mais on parle rarement de ce qu'est un dirigeant d'entreprise. Or, vous allez le voir, vous allez y être confrontés. Dirigeant d'entreprise, pourquoi c'est important, pourquoi cette conférence? Tout simplement 2 chiffres. Un premier chiffre, 20%. 20% des diplômés d'écoles de management seront dirigeants d'entreprise à un moment ou à un autre de leur carrière. Parmi vous, 1 sur 5 aura une fonction au minimum. Quand je dis 1 sur 5, c'est une photo du passé. C'est quand on prend aujourd'hui, sur les 30 dernières années, les diplômés de grandes écoles de management, et on va dire les 20 premières, si on prend cette photo, on se rend compte qu'à peu près 20% des diplômés deviennent dirigeants d'entreprise. La réalité, c'est que moi je prends le pari pour l'avenir, ce ne sera pas 20%, mais ce sera 30, peut-être 40, peut-être 50%, en fonction des évolutions de l'économie, en fonction peut-être aussi de ce qu'on appelle l'uberisation de l'économie, qui fait que le salariat recule et que de plus en plus on va vers des logiques d'entrepreneurs. Donc tout cela fait qu'à un moment ou à un autre, un nombre significatif, conséquent d'entre vous, vous allez être dirigeant d'entreprise. Et un dirigeant, ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un cadre. C'est quelqu'un qui est différent dans l'entreprise. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Puis le deuxième chiffre, c'est 50%. 50% de nos diplômés d'école de management travaillent en direct avec un dirigeant d'entreprise. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dirigeant d'entreprise, à un moment ou à un autre, vous travaillerez avec un dirigeant d'entreprise. Et quitte à travailler avec un patron, avec un dirigeant, autant savoir comment il fonctionne, autant connaître ses mécanismes pour pouvoir travailler le mieux possible. Là encore, un dirigeant d'entreprise, quelqu'un qui investit son capital, qui est ce qu'on va appeler, j'allais dire vulgairement, un patron, eh bien un patron, c'est quelqu'un qui n'a pas la même fonction qu'un cadre, même un cadre supérieur en entreprise. Et donc l'idée, c'est de vous présenter ces dimensions parce que vous serez directement impacté. Au passage, je laisserai la présentation à vos professeurs pour que vous puissiez derrière la voir si vous le souhaitez. Et puis, il y a également un petit document qui vous sera remis en format, une brochure, et un document en format PDF qui vous sera remis, qui synthétise ce qui va être présenté là. Donc voilà, l'objet de cette conférence, c'est de parler du dirigeant d'entreprise, parce que vous le voyez, si vous intégrez une école de management, et surtout si vous en sortez, à un moment ou à un autre, vous serez dirigeant d'entreprise, ou vous y serez confronté. Alors, parler du dirigeant d'entreprise, on pourrait attaquer par ce qui est la caractéristique française. C'est une expression qu'on entend depuis 2 siècles, salaud de patron. En gros, il y a une opposition en France entre le monde du salariat et le monde du patronat. Alors, qui est caricaturale dans les oppositions syndicales, MEDEF, CGPME d'un côté, CGT, FO et autres syndicats de l'autre, qui véritablement s'opposent souvent dans des négociations patronales.
s'opposent en tout cas dans les médias. Parce que dans la réalité de l'entreprise au quotidien, elles travaillent souvent plutôt bien ensemble. Sauf quand il y a des situations de conflit forts. Vous en avez connu ici à Amiens, avec entre autres Goodyear, avec un certain nombre d'entreprises. Mais si on accepte ces cas un peu emblématiques et surtout très médiatiques, très souvent ces gens-là travaillent. Mais dans l'imaginaire français, c'est un peu salaud de patron. Et si on essaie de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on constate sur la manière dont on appréhende le dirigeant dans les français, on appréhende le dirigeant dans la société française. Dans la société française, on vit un véritable paradoxe. Il y a un sondage qui était paru, qui est un sondage de CSA en 2012, qui dit que 88% des salariés disent avoir du respect pour leur patron. Leur dirigeant direct, ils ont du respect pour lui, à 88%. C'est quasiment des scores de dictature africaine. Mais en revanche, quand on interroge ces mêmes Français et qu'on leur dit qu'est-ce que vous pensez des patrons en général, 71%, ça tient de la schizophrénie, 71% des salariés déclarent détester les patrons en général. Donc il y a une espèce de perception dans la société française que les patrons sont des exploiteurs, mais que son patron, qu'on connaît, qu'on voit au quotidien, est un type bien, ou est une femme bien, et contribue finalement au développement de l'entreprise. Donc il y a un paradoxe dans la société française qui fait que on est, j'allais presque dire schizophrène, et qu'on a du mal à gérer la relation entre le salariat et le patron. Alors cette défiance, elle n'est pas nouvelle, elle est historique. J'ai juste pris quelques exemples pour l'éclairer. La défiance vis-à-vis des patrons, elle date par exemple de 1934. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, ça fait 80 ans. Le crapouillot, c'est un peu le canard enchaîné de l'époque, en version encore plus virulente. Et dans le crapouillot en 1934, il y avait eu un spécial les 200 familles. Les 200 familles, c'était les Peugeot, les Michelin, les Schneider, les Dreyfus. Bref, 200 familles qui possédaient la France et qui instrumentalisaient la France, selon quelqu'un qui s'appelait à l'époque Édouard Daladier. Édouard Daladier, c'était un homme politique, radical, c'est pas un communiste avec le couteau entre les dents, c'est pas un ultra extrême, c'est quelqu'un qui était radical, qui, 4 ans plus tard, signera les accords de Munich. Alors c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais en l'occurrence, en tant que président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Ça a quand même un peu évolué, quand Manuel Valls, il y a 2 ans, déclare aux universités d'été du MEDEF « J'aime l'entreprise et j'aime ses dirigeants », on est loin de Daladier qui, en 1934, dit « il faut couper la tête au patron des 200 familles ». Mais donc, il y a déjà 80 ans, on était dans cette position de défiance vis-à-vis des entreprises, des grands dirigeants d'entreprises qui contrôlaient l'économie française, la presse, la politique. On retrouve également cette défiance avec ce lien entre politique et économie, qui est dans toutes les affaires qui ont traversé le XXe siècle. Du scandale de Panama en passant par les emprunts russes, l'affaire Stavisky, le Crédit Lyonnais, les affaires Elf, les affaires Bernard Tapie, qui sont toujours pas finies, ou la faillite de Dexia, on voit que très souvent, il y a une vraie collusion entre l'économique et le politique, entre des grands patrons et des hommes politiques, qui fait qu'on a eu une image, historiquement, extrêmement négative du chef d'entreprise, du dirigeant, qui manipule le politique pour ses besoins personnels. Et donc c'est ce qui est répandu dans la société française, ce qui fait que quelque part dans notre inconscient collectif, pour certains dans leur conscience, mais pour d'autres dans notre inconscient collectif, eh bien on a une position de défiance vis-à-vis des dirigeants d'entreprise. Cette position de défiance, elle a été un tout petit peu atténuée durant une période, quand on regarde l'histoire de l'économie française, c'est paradoxalement une période où c'était un gouvernement socialiste, en l'occurrence sous la présidence de François Mitterrand, durant les années 80, on a eu une passion éphémère, comme souvent les passions, vis-à-vis des dirigeants et des patrons d'entreprise. Cette passion, elle s'est traduite dans les années 80 par la démocratisation de la bourse, qui fait que tous les Français se sont mis à acheter des actions en bourse. C'est la démocratisation de ce qu'on a appelé à l'époque les SICAV, qui permettaient d'investir en bourse, alors qu'auparavant c'était réservé à des personnes fortunées. D'un seul coup, le Français moyen, ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, le Français moyen s'est mis à s'intéresser à la bourse, et donc s'intéressant à la bourse, a eu une vision plus positive du capitalisme, et donc de ses dirigeants dans les années 80. Ça s'est même traduit avec la période de gloire de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui était, durant les années 80, l'entrepreneur qui gagne. Juste pour replacer dans le contexte, dans les années 80, 86, 87, 88, il y avait une émission sur TF1, qui à l'époque, il n'y avait pas 50 chaînes, 100 chaînes, 200 chaînes, hein. Il y avait 6 chaînes à l'époque, dont une, Canal, qui était totalement cryptée. Et bien, sur les 6 chaînes, vous aviez la première chaîne qui faisait 50% de part de marché, TF1. Et bien, TF1, le vendredi soir, à 20h30, donc l'heure aujourd'hui de The Voice ou d'émissions
de cette nature-là, avait une émission qui était animée par Bernard Tapie qui s'appelait Ambitieux. Elle a duré 3 ans. Et cette émission, à 20h30, un vendredi soir, était là pour célébrer la réussite des entrepreneurs. Donc pendant quelques années, célébrer la réussite des dirigeants d'entreprise, pendant quelques années, on a eu une passion pour les chefs d'entreprise en disant finalement, les chefs d'entreprise, ils créent de la valeur, c'est bien, c'est important. Et puis comme toutes les passions, elles s'usent très vite, et à partir des années 90, il y a véritablement une cassure entre la société française et ses patrons. Alors cassure qui s'explique pour plein de raisons, mais avec en particulier des dirigeants déconnectés du monde. La cassure, elle vient de la société, qui a du mal à appréhender les dirigeants, mais elle vient aussi des dirigeants qui se mettent quelque part hors sol, en dehors de la réalité de la société française. Un exemple, c'est Philippe Varin, président de Peugeot jusqu'à il y a 2 ans, qui en partant, va bénéficier d'une retraite chapeau pour partir en retraite. Au passage, il n'est pas parti en retraite puisqu'il est aujourd'hui le président d'Areva. Donc quelque part, il est à la fois retraité tout en continuant de diriger une entreprise, qui pour partir en retraite, va partir avec une retraite chapeau de 22 millions d'euros, au moment même où Peugeot annonce des pertes considérables, la fermeture d'usines en banlieue parisienne, et puis où se retrouve dans une situation où la pérennité même de l'entreprise Peugeot, il y a 2 ans, était remise en cause. Donc un paradoxe avec d'un côté des entreprises en difficulté, parce qu'on subit la mondialisation, parce qu'on fait face à une économie contrainte, avec des licenciements, avec des restructurations, et de l'autre côté des dirigeants d'entreprises françaises qui, bien que les entreprises soient pour certaines en difficulté, sont dans des rémunérations qui leur paraissent normales parce qu'elles sont finalement les rémunérations normales que touchent les dirigeants dans la mondialisation. Sauf qu'en général, ceux qui les touchent sont ceux qui sont dans les entreprises compétitives. Et en France, ce n'est pas toujours le cas. Donc en l'occurrence, parti avec 22 millions d'euros de retraite chapeau, au moment même où il annonce des licenciements, c'est sûr que ça n'aide pas à se faire aimer comme patron quand d'un côté vous dites il va falloir se serrer la ceinture parce que ça va mal, il va falloir licencier les gens, il y a des familles qui vont souffrir, et puis de l'autre côté vous dites mais moi par contre je pars avec 22 millions d'euros de retraite chapeau. Alors tout ça, en termes de médias, est amplifié, parce que la réalité c'est qu'il n'est pas parti avec un chèque de 22 millions, c'est ce qu'on appelle une provision en termes comptables, c'est-à-dire que l'entreprise a mis de côté 22 millions d'euros si jamais il touche une retraite jusqu'à l'âge de 92 ou 93 ans, donc il y a une probabilité que ce ne soit pas 22 millions d'euros qui soient sortis par l'entreprise, mais dans les médias, c'est sorti sous cet angle-là. Et évidemment, ça contribue à donner une très mauvaise image des patrons. Autre élément, ça a été Bernard Arnault en 2012 annonçant qu'il voulait transférer une partie de son patrimoine en Belgique, ce qui n'était pas forcément la dimension la plus judicieuse, finalement il ne l'a pas fait, et qui fait la une de Libération avec Cache-toi riche-con. À l'époque, j'étais aux États-Unis. Et je lis sur ma tablette la une de Libé qui était Casse-toi riche-con, et je montre ça à un patron de business school nord-américaine avec lequel je travaillais, donc mon homologue, et je lui montre cette une. J'ai jamais vu quelqu'un se liquéfier aussi vite. Il était complètement abasourdi en disant mais jamais dans notre culture on se permettra d'injurier quelqu'un qui est le 4e ou 5e employeur, puisque Bernard Arnault c'est le patron de LVMH, qui est le 4e ou 5e employeur privé français, qui est le 2e exportateur français en création en valeur ajoutée. Et jamais on se permettrait d'avoir une telle attitude vis-à-vis d'un patron qui a certainement des attitudes discutables et qui mériterait d'être discuté, mais de l'injurier à la tête d'un journal, jamais on le ferait. Et ça marque finalement ce décalage entre des patrons qui sont un peu déconnectés de la société, voire totalement déconnectés de la société, et puis une société qui en retour leur renvoie une image qui est extrêmement violente. Des gens qui se sont expatriés pour des raisons fiscales, il y en a plein. On n'a jamais vu Cache-toi riche-con pour les tennisman de l'équipe de France de Coupe Davis, pour des footballeurs, pour des pilotes de Formule 1, pour des artistes. On n'a jamais eu ce type de une, alors qu'eux aussi exercent exactement le même type de démarche. Donc on focalise sur les patrons parce qu'ils ont de leur côté une attitude qui est parfois discutable. Les grands patrons. Donc on est dans une situation qui est une situation de cassure forte entre la société et les patrons, et une cassure qui est en même temps paradoxale. Cassure qui est paradoxale parce que la société française, elle reconnaît les grands patrons, en particulier quand ils ne sont pas français. Regardez la une de Libération au moment de la mort de Steve Jobs. Je l'ai mise, mais on aurait pu prendre, je ne mets pas Libé pour taper sur Libé, loin de là. Il pourrait y avoir, j'aurais pu prendre d'autres unes, simplement c'est la plus belle. Objectivement, c'est celle qui est la plus créative. Toute la planète pleure Steve Jobs.
au moment même où quelques 2 ans plus tard, la mort de Christophe de Margerie, le patron de Total, dont l'avion va s'écraser en Russie l'an passé, ne va pas susciter du tout la même émotion. J'ai repris un tweet de Gérard Filoche, qui est un des membres du bureau du Parti Socialiste, disant « De Margerie est mort, la famille Tattinger est en deuil, grands féodaux sont touchés, ils sont fragiles, le successeur nous volera-t-il moins ?» Quelqu'un lui répond « minable », et il répond « Tu veux quoi? Un hommage à l'humain? Oui. Au suceur de sang? Non. » Donc en gros, l'image que renvoie de Margerie pour Filoche, c'est un suceur de sang. Quelqu'un qui exploite les salariés, quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale. Et objectivement, sur l'optimisation fiscale, il n'a pas forcément tort. Aujourd'hui, Total paye 11% d'impôts en France, là où normalement l'impôt est aujourd'hui à 38%, l'impôt sur les sociétés. Donc c'est clair qu'ils font de l'optimisation fiscale, c'est clair qu'ils font certainement de l'évasion fiscale, et qu'on peut les critiquer, on peut leur le reprocher. En même temps, Total est un des plus grands employeurs en France, paye ses impôts pour une partie significative en France, malgré tout, donc on peut discuter sur cette question-là, mais c'est d'autant plus discutable que si vous reprenez Apple, on est à célébrer la mort de Steve Jobs, qui est certes un entrepreneur parfaitement respectable, innovant, qui a véritablement révolutionné le monde des ordinateurs et de la téléphonie. On oublie juste de dire qu'à l'échelle mondiale, Apple est une des 3 entreprises qui payent le moins d'impôts, alors qu'elle gagne le plus d'argent. Christophe de Margerie, en termes d'optimisation fiscale à côté de Steve Jobs, c'est un amateur. Apple paye 3% d'impôts à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire, alors que c'est une des entreprises les plus rentables. Ça veut dire qu'Apple est un champion de l'optimisation fiscale, de l'utilisation des paradis fiscaux, bien plus que Total. Et personne n'a écrit au sujet de Steve Jobs, un suceur de sang, est-ce qu'il nous volera moins? Tout simplement parce que dans l'imaginaire, en France on aime bien faire du French bashing, donc les patrons français on aime bien taper dessus, mais dans l'imaginaire, Steve Jobs c'est absolument pas un optimisateur fiscal, c'est absolument pas un suceur de sang, c'est absolument pas un voleur, c'est juste un pur génie de l'innovation, et c'est oublier, c'est totalement mettre de côté la réalité de ce qu'est une entreprise comme Apple aujourd'hui. Donc on vit dans une situation paradoxale. On aime bien taper sur les patrons, mais on aime bien en même temps s'identifier à des patrons, surtout s'ils ne sont pas français. Bref, on vit dans une situation un peu schizophrène, et c'est compliqué parce que un patron, on va travailler avec lui au quotidien. Et avoir envie de l'injurier et en même temps de le valoriser, c'est compliqué quand vous avez à travailler au quotidien avec lui. Alors assumons ce paradoxe. En France, les patrons sont détestés, mais ils sont indispensables. On n'a pas fait mieux aujourd'hui pour diriger une entreprise que d'avoir un dirigeant d'entreprise. Pas d'autres modèles qui existent aujourd'hui qui fonctionnent de ce point de vue-là, ou en tout cas qui fonctionnent de manière optimale. Alors, même dans les scopes, les sociétés coopératives, qui visent donc à avoir des salariés qui investissent tous leur argent personnel pour créer une entreprise, eh bien la première chose que fait une SCOP, c'est d'élire je mets des guillemets, mais dirigeant, c'est-à-dire de désigner quelqu'un qui, quelque part, sera le porte-drapeau, sera celui qui donnera de la visibilité dans l'entreprise. Et donc, même lorsqu'on est sur des situations qui se veulent des situations de type coopérative, la première chose qu'on fait, c'est bien de désigner un patron. Donc, ils sont détestés par la société française, mais en même temps, ils sont indispensables. Alors, un patron, finalement, on pourrait répondre à 3 questions. Comment devient-on dirigeant? Tout le monde n'est pas destiné à devenir dirigeant. On peut l'être naturellement. Quand vous êtes François-Henri Pinault et que vous êtes le fils de François Pinault, président de Kering ex-Pinault Printemps Redoute, il y a une filiation naturelle avec quelqu'un qui a été préparé. Bon, mais c'est pas tout le monde, on n'est pas nécessairement fils de patron, et pour autant on peut le devenir. Comment est-ce qu'on devient dirigeant? Quelles sont les qualités nécessaires? Est-ce qu'il y a des qualités particulières? Et puis troisièmement, un dirigeant, oui, mais pourquoi faire? À quoi ça sert finalement un patron d'entreprise? Il y a des cadres qui pourraient très bien faire tourner l'entreprise sans forcément qu'il y ait un dirigeant. Donc ce sont les 3 éléments qu'on va essayer de présenter aujourd'hui en faisant le lien avec ce que vous vivrez dans les écoles de management, quelles qu'elles soient. Comment devient-on dirigeant? Il y a plein de configurations différentes. J'aurais presque tendance à dire qu'il y a autant de situations pour devenir dirigeant que de dirigeants d'entreprise. Mais si on veut résumer un peu, d'abord pourquoi est-ce qu'on devient dirigeant? Pour en avoir discuté avec beaucoup de dirigeants d'entreprise, d'abord il n'y a pas une raison unique, c'est souvent une combinaison de raisons qui amène quelqu'un à prendre une direction de devenir dirigeant d'une entreprise. Et puis la réalité des faits, c'est que selon les personnes, il y a des motivations, des facteurs de motivation qui peuvent être très différents. Ça peut être l'ambition. Je décide de devenir dirigeant, je suis cadre dans une entreprise, mais je me rends compte que j'aimerais bien moi prendre les décisions et pas subir les décisions. Donc quelque part une ambition qui vous pousse à aller vers le haut. Ça peut être l'envie de pouvoir.
Alors, le pouvoir, on peut le retrouver dans la politique, on peut le retrouver dans plein de domaines, on peut le retrouver dans sa vie familiale, mais on peut le retrouver également dans l'entreprise, le fait d'avoir une emprise sur les autres. L'accomplissement personnel, à un moment donné, me prouver que j'en suis capable, me prouver que j'ai fait quelque chose qui finalement fait que je suis au sommet de la pyramide. Ça peut être la volonté d'entreprendre. J'ai envie de créer. Il y a des dirigeants d'entreprise, moi j'ai des diplômés, ils créent une entreprise, ils la développent, ils la vendent, et la première chose qu'ils font, alors qu'ils n'arrêtent pas de vous dire ça a été dur, j'en ai bavé, c'était compliqué, j'aimerais faire une pause, à peine ils ont vendu leur entreprise que la première chose qu'ils font, c'est de recréer une autre entreprise. Parce qu'il y a ce besoin de créer, il y a ce besoin d'avancer, il y a ce besoin de créer de la valeur et d'exister à travers ça. Ça peut être, alors je vais mettre des guillemets, l'idéologie, quelque part un idéal de liberté, un idéal d'entreprendre, celui de dire ce qui crée de la valeur dans la société, c'est l'économie, c'est l'entrepreneur, j'ai envie d'être entrepreneur pour créer de la valeur dans la société. Ça peut être le dévouement. Vous n'avez pas forcément envie de devenir dirigeant d'entreprise, mais il y a besoin d'un patron dans votre entreprise parce que votre prédécesseur a été mis dehors ou a été mis à la retraite ou est décédé, ou pour toute autre raison, vous y allez. Vous n'avez pas forcément envie. On verra que ce sont des cas qui existent. Ça peut être l'argent. Vous dites le patron, après tout, c'est celui qui à un moment ou à un autre, certes prend un risque, puisqu'il va investir son capital, mais en contrepartie, si jamais ça réussit, il aura peut-être une rémunération, il aura peut-être à la sortie beaucoup plus d'argent que ce qu'il a investi. Donc quelque part, ça peut être un facteur de motivation qui est de dire l'argent est pour moi la raison pour laquelle je veux devenir dirigeant. Ça peut être la reconnaissance sociale, que ce soit sur une ville, que ce soit à un niveau national ou autre, c'est un moyen d'avoir peut-être une reconnaissance sociale supérieure. Enfin, ça peut être l'indépendance. Je dis enfin, la réalité c'est que c'est aujourd'hui le critère probablement le plus fort. Dans les écoles de management, je vous le disais, en moyenne 20% des diplômés d'école deviennent patrons à un moment ou à un autre. Sur la jeune génération, ceux qui sont à l'école actuellement ou ceux qui sont sortis il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum, c'est le principal facteur de motivation. Vous êtes d'une génération qui, pour plein de raisons, a pris une distance par rapport à l'économie, qui n'a pas le même type d'engagement, je ne dis pas le même niveau, parce que vous avez des niveaux différents, mais probablement aussi forts, mais qui n'a pas le même type d'engagement que vos parents, qui n'a pas la même fidélité à un modèle, à une entreprise par exemple, et vous êtes beaucoup plus que vos prédécesseurs en recherche d'indépendance. Et finalement, le meilleur moyen d'être indépendant, c'est d'être son patron. Dans ces cas-là, vous avez une forme d'indépendance très forte. Alors vous avez d'autres dépendances, vous vous retrouvez avec une dépendance vis-à-vis de vos clients, vous vous retrouvez avec une dépendance vis-à-vis de votre marché, de vos fournisseurs, mais en tout cas, vous avez une indépendance dans votre entreprise. Et c'est aujourd'hui le facteur de motivation numéro 1 de votre génération à devenir finalement entrepreneur. Alors, juste pour vous donner un exemple tout à fait personnel, moi j'ai un parcours où j'ai commencé en entreprise, puis j'ai rejoint une école de management qui s'appelait Audencia, dont j'étais directeur général adjoint pendant 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, je me suis dit, mais c'est bien d'être directeur général adjoint, mais il manque quelque chose. Enfin, il y a quelque chose en trop, il y a le mot adjoint. Et donc si je pouvais prendre une direction générale, ce serait encore mieux. Pourquoi ? Dans ces facteurs de motivation, qu'est-ce qui m'a amené à sauter le pas ? Et ce qui m'a amené à sauter le pas, c'est 2 choses. L'indépendance. J'étais avec un directeur général adjoint à l'époque à Nantes, il est parti, donc je peux en parler de manière tout à fait libre, avec lequel je ne me reconnaissais pas forcément dans les décisions. Donc il y a un moment, j'avais envie de dire, c'est moi qui ai envie de prendre la décision, il n'est pas d'accord, pourtant j'ai envie qu'on avance. Donc il y avait ce besoin d'indépendance. Et puis la deuxième chose, c'était la volonté d'entreprendre. Il s'avérait que ce directeur général, contrairement à celui qui m'avait embauché auparavant, n'était pas du tout un entrepreneur, et que chaque fois qu'on lui proposait des projets, il disait « non, stabilisons, c'est pas le moment de développer, etc. » Donc on n'entreprenait plus, et ce besoin d'entreprendre, ce besoin de créer des choses n'était plus possible. Et donc à ce moment-là, soit vous êtes malheureux dans l'entreprise dans laquelle vous êtes parce que vous ne pouvez pas avancer, soit vous vous dites il faut que je quitte, que je change d'organisation, et puis si possible d'être dans la position où je pourrais entreprendre. Et se retrouver directeur général, c'était l'occasion de pouvoir entreprendre. Alors comment je deviens directeur général? Comment je deviens président? Comment je deviens dirigeant d'entreprise? Il y a quasiment autant de cas, je le disais, que de dirigeants, mais on peut dire que ça peut relever d'une démarche volontaire. J'ai envie d'être dirigeant d'entreprise à un moment donné, soit en créant ma propre entreprise, soit en reprenant une entreprise, soit en montant dans la hiérarchie d'une entreprise. Et il y a plein de configurations possibles. Ça peut être une démarche programmée. Je vous donnerai simplement un exemple qui est un exemple absolument remarquable, parce qu'en général ça se passe très mal, et là ça s'est très bien passé, c'est l'exemple de L'Oréal.
L'Oréal a été dirigé pendant 20 ans par un dirigeant formidable qui s'appelait Lindsay Owen Jones. C'est quelqu'un qui, lui, est parti avec une retraite chapeau de 15 millions d'euros, mais personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit parce que quand il a pris L'Oréal, elle faisait, mettons, 10 milliards elle était cotée 10 milliards. Quand il est parti, elle était cotée 100 milliards. Il avait multiplié par 10 la valeur boursière de L'Oréal. Donc personne ne s'est posé la question du fait qu'en partant, il parte avec une cagnotte, puisqu'après tout, il avait fortement contribué à valoriser cette entreprise. Une démarche programmée, pourquoi? Parce que cette personne qui était restée pendant 20 ans, et qui finalement maîtrisait tous les rouages de son entreprise, il avait eu l'intelligence de dire 5 ans avant son départ, je partirai dans 5 ans, et il faut que je fasse monter mon successeur. Qu'il n'y ait pas de guerre de succession, qu'il n'y ait pas de période de vacances entre moi et celui qui me succédera. Et il a, à l'époque, 5 ans auparavant, identifié quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Agon. Et pendant 5 ans, il l'a formé à ses côtés. Et puis, progressivement, il y a eu un transfert. Quelqu'un qui, Lindsay Owen Jones, faisait 100% des responsabilités au début, et 5 ans après, c'est Jean-Paul Agon qui prenait 100% des décisions. Donc voilà typiquement une démarche programmée pour amener un dirigeant. Mais ça ne marche pas souvent comme ça. Si on prend l'exemple de Total, la personne qui a dû succéder à Christophe de Margerie n'était pas prête. Personne n'avait prévu que Christophe de Margerie s'écraserait sur un aéroport à Moscou. Démarche programmée ou dépendante des circonstances. Il y a quelques années à l'école, on en parlera juste après, mais on avait rencontré, j'avais fait venir en conférence, on fait venir un certain nombre de conférenciers, j'avais fait venir Éric Fotorino. Éric Fotorino, peut-être que c'est une signature, une plume que vous connaissez, c'est un journaliste, un écrivain, qui était en 2007-2008 le rédacteur en chef du Monde. C'était le meilleur écrivain, le meilleur journaliste, en tout cas il était considéré comme tel, par toute la rédaction du Monde. Et à l'époque, le Monde était dirigé par Edoui Plenel, par Jean-Marie Colombani, et au terme d'un certain nombre d'années de crise de gouvernance, Edoui Plenel et Jean-Marie Colombani sont licenciés, sont débarqués avec perte et fracas par le conseil d'administration du Monde. Il faut quelqu'un qui prenne la suite. Et il y a 3 conseils d'administration qui se réunissent de suite. Ils proposent des dirigeants différents à la tête du Monde, et les 3 dirigeants sont rejetés par différentes communautés, que ce soit les journalistes, que ce soit certains actionnaires, que ce soit d'autres actionnaires qui sont en conflit. Bref, au bout de 6 mois, il n'y a toujours pas de patron à la tête du Monde. Et le Monde commence à tanguer, sérieusement. Et là, les salariés, et en particulier les journalistes, disent finalement, la solution la plus évidente, c'est peut-être d'aller prendre le meilleur d'entre nous, entre guillemets, primus inter pares, et donc de dire à Éric Fotorino, vas-y. Éric Fotorino, c'est un journaliste, c'est un écrivain. C'est absolument pas un patron. Il va y aller, parce qu'on lui demande d'y aller, mais il n'a pas les caractéristiques qu'on verra après de ce qu'est un patron d'entreprise. Et on l'avait invité à l'école, c'était quelques temps après qu'il ait été débarqué de la présidence du Monde. Éric Fotorino nous racontait comment ça s'était passé. Il dit « J'ai passé les 2 pires années de ma vie. Oui, j'avais le pouvoir. Oui, j'étais très bien payé. Et c'est tout ce dont je n'avais absolument pas envie. Passer mon temps à décider, à me mettre des gens à dos, à avoir des courtisans, à être dans des luttes de pouvoir, à être dans des luttes d'influence. C'est tout ce que j'ai toujours détesté. Et je me suis retrouvé finalement dirigeant d'entreprise par le fait des circonstances, parce que personne ne voulait y aller. Et honnêtement, ça a été les 2 pires années de ma vie. Et j'ai été, je me souviendrai toujours de ces paroles, soulagé le jour où le conseil de l'administration m'a viré. Parce que c'était pas pour moi. Donc il y a des gens qui sont faits pour être dirigeants, et puis il y a des gens qui ne sont pas faits pour être dirigeants, quelle que soit leur qualité exceptionnelle, et Dieu sait que Fotorino en a. Alors avec quelle légitimité pour le dirigeant? Parce que pour diriger, pour être le patron de tous les autres, il faut être légitime. Fotorino, il avait une légitimité, c'était le meilleur des journalistes. Et il avait été désigné par les journalistes. Et malgré tout, cette légitimité n'a pas suffi. La légitimité, elle peut être une question d'homme ou de système. Pendant longtemps, on a cru qu'Apple, c'était l'histoire d'un homme, Steve Jobs. Et que le jour où Steve Jobs disparaîtrait, Apple s'effondrerait. Pourquoi? Parce que Steve Jobs, il avait 3 qualités majeures. C'est un visionnaire d'un point de vue stratégique. Il a su toujours prendre de l'avance sur tous les autres. Sa deuxième caractéristique, c'est que c'était un leader à poigne très fort dans son entreprise. Et puis sa troisième caractéristique, un formidable communicant. Dans une société de médias, dans une société de communication, Steve Jobs, c'est quelqu'un qui est capable de passionner un auditoire avec une immense simplicité, toujours avec son pull noir à col roulé, des mots très simples pour expliquer des choses extraordinairement complexes, et une capacité à passionner son auditoire.
Le jour où Steve Jobs est décédé, ils sont allés chercher pour le remplacer son numéro 2, son frère quasiment, Tim Cook. Tim Cook, ça a été pendant des années l'homme de l'ombre de Apple. C'est quelqu'un qui déteste parler en public. Si vous assistez à une conférence de presse de Tim Cook et que vous ne dormez pas au bout de 5 minutes, c'est que véritablement vous êtes passionné par Apple. C'est quelqu'un qui n'a aucun charisme, aucun caractère. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il a horreur d'être en public, il a horreur d'imposer des décisions. Troisième caractéristique, c'est un homme qui est passionné par les chiffres, la finance, la logistique, les aspects techniques liés aux innovations, liés aux investissements, mais absolument pas par le produit. Il le dit lui-même, il n'a aucune passion particulière pour la technologie, que ce soit les iPads, les iPhones ou autres, ça ne le passionne pas. Et pour autant, Tim Cook est depuis bientôt 3 ans à la tête de Apple, et Apple n'a jamais été aussi valorisé et n'a jamais autant développé d'innovation. Ça veut dire que eh bien, Apple, contrairement à ce qu'on pensait, ne tenait pas sur un homme, mais tenait sur un système. Et finalement, l'homme qui est à la tête, à partir du moment où il est à peu près bien câblé, où il ne fait pas n'importe quoi, eh bien l'entreprise continue de se développer de manière très forte. La légitimité, elle peut donc venir du système ou des hommes, et elle peut être une question de personnalité ou de statut. Là, vous avez 2 dirigeants d'entreprise qui, selon les cas, ont une légitimité plus ou moins forte, avec des réussites plus ou moins fortes. Là, vous avez Henri Proglio. Alors, il a quitté EDF depuis. Henri Proglio, il a la caractéristique d'être le premier dirigeant d'EDF qui ne soit pas un polytechnicien. Caractéristique historique d'EDF, depuis qu'EDF est EDF, donc on va dire une centaine d'années, c'est que ça a toujours été dirigé par des ingénieurs diplômés de Polytechnique. Henri Proglio, c'est un HEC. Quelque part, c'est un peu un martien dans le monde des ingénieurs et d'EDF. Quand il est arrivé à la tête d'EDF, tout le monde disait, au sein d'EDF, il ne tiendra pas 1 an. Quelques années plus tard, comme il était plutôt catalogué à droite et que François Hollande venait d'être élu, on l'appelait dans l'entreprise PPH, passera pas l'hiver. Et pour autant, il a tenu pendant plus de 5 ans à la tête d'EDF. Pourquoi ? Parce qu'à défaut d'avoir une légitimité de diplôme, à défaut d'avoir une légitimité politique dans une entreprise où l'actionnaire principal est l'État, eh bien sa légitimité, il l'a acquis par sa personnalité. C'est quelqu'un qui a véritablement su s'imposer comme étant un leader, sachant donner une vision à EDF, sachant porter une stratégie, sachant communiquer autour de cette stratégie, et finalement s'imposant de manière légitime. La légitimité, elle peut être une question de statut. Là, c'est Éric Fotorino, donc qui a été président du Monde. Lui, il avait une légitimité dès l'origine. Il n'avait pas besoin de se battre pour ça. Il était le meilleur des journalistes, et finalement désigné par les journalistes pour être le patron. Extraordinaire. Vous êtes dans un système où vos salariés vous désignent comme ceux qui ont envie de vous voir être le patron. Ou celui dont ils ont envie de vous voir être le patron. Mais la réalité, c'est que, je vous l'ai expliqué, ça a été un échec patent. Pourquoi ça a été un échec patent ? Parce qu'il n'était pas fait pour faire ça. Il n'avait pas la légitimité. Il avait la légitimité, mais il n'avait pas le leadership. Il n'avait pas le charisme. Il n'avait pas les qualités de dirigeant. Alors justement, quelles qualités pour être dirigeant d'entreprise ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Le dirigeant, c'est un homme particulier ou une femme particulière dans une entreprise. Quand vous êtes salarié, si vous êtes dans une entreprise de 100 salariés, vous avez 100 salariés qui ont finalement chacun leurs qualités et leurs défauts, mais qui vont tous regarder un seul qui est au-dessus d'eux, qui est le dirigeant de l'entreprise. Et quelque part, ces qualités vont ressortir, mais ces défauts vont ressortir encore plus. Donc il faut essayer d'avoir un certain nombre de qualités spécifiques propres à ce qu'est un dirigeant d'entreprise. Ces qualités, quelles sont-elles ? Elles sont dans 4 domaines. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit être un leader. Il y a des dirigeants qui sont de très bons leaders. Il y en a qui sont de très mauvais leaders. On ne peut pas être bon partout. Superman, qui est capable d'avoir ces 4 dimensions-là, on en connaît peu de dirigeants. Il y en a, mais il y en a relativement peu. Mais il s'agit d'essayer de combiner de la manière la plus intelligente possible ces 4 dimensions, si tant est qu'on puisse les avoir. Des compétences de leadership, des compétences de manager, parce qu'il faut gérer une entreprise, des compétences psychologiques et des compétences de stratège. Première dimension, les compétences de leadership. Le leadership, la première chose, c'est d'être exemplaire. C'est pour ça qu'un Philippe Varin, à la tête de Peugeot, a été remis en cause en tant que dirigeant. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous dites à vos salariés, il va falloir se serrer la ceinture, parce qu'on va être obligé de licencier, parce que l'entreprise est en difficulté, et que vous prenez une retraite chapeau de 22 millions d'euros, l'exemplarité, elle n'est pas là. L'exemplarité, elle aurait été de dire à ce moment-là, je renonce à ma retraite chapeau.
elle est dans mon contrat, j'y ai droit. Mais compte tenu de la situation, je renonce à ma retraite chapeau. Ça aurait été une vraie exemplarité. L'exemplarité, le charisme, on est à la tête, on est celui que tout le monde regarde. Donc le fait d'avoir une capacité à communiquer, une forme de charisme, contribue en général à emmener les gens derrière soi. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous portez un projet. Vous portez un projet de développement pour votre entreprise. Vous avez rarement un projet qui vise à dire « je veux faire disparaître mon entreprise ». Vous voulez plutôt qu'elle se développe. Pour développer une entreprise, il faut porter ce projet, il faut en être convaincu, faire preuve de conviction. Donc avoir quelque part cette dimension charismatique. Tous les dirigeants de l'entreprise ne l'ont pas, il y en a qui compensent, et puis il y en a à qui ça coûte parfois très cher parce qu'ils n'arrivent pas à faire adhérer leurs salariés à un projet d'entreprise. Il faut être communicant, convaincant. Alors, je vous ai parlé de Steve Jobs. Effectivement, Steve Jobs, c'est l'archétype de la personne qui était capable de vous emmener sur un simple discours. Il faisait adhérer l'ensemble de ses salariés. Moi, quand j'avais été recruté à Audencia, j'avais été recruté par un directeur général à l'époque qui s'appelait Aïssa Dermouche, qui est devenu préfet par la suite. Et Aïssa Dermouche, c'était le patron d'Audencia depuis déjà une douzaine d'années lorsque je suis arrivé. Et c'est quelqu'un qui avait une force de conviction extraordinaire. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 30 ans. Il m'avait dit « rejoins-moi à Audencia ». Et c'est quelqu'un, il m'aurait dit d'aller planter des poireaux au Groenland. Je serais allé planter des poireaux au Groenland. Parce qu'il avait cette capacité de conviction extraordinaire. On avait envie de le suivre. On croyait dans ses projets. Celui qui lui a succédé, on avait plutôt envie que ce soit lui qui aille planter des poireaux au Groenland. Qu'il ne revienne pas. Donc, capacité de communication, de conviction, c'est très variable selon les pays, c'est très variable selon les cultures. Je vais juste vous montrer un modèle de communication qui serait probablement totalement décalé en France, mais il y a un pays où ça marche très bien. En l'occurrence, c'est pas Steve Jobs, mais c'est un de ses concurrents. Alors, il faut que je bascule ça parce que c'est un Mac. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! For you. I love this company. Yes! Désolé. Alors évidemment, vous n'imaginez pas Bernard Arnault ou François-Henri Pinault en France faire ça dans une conférence. Je pense que ça passerait très très mal. On est aux États-Unis. Steve Ballmer, c'est juste le PDG de Microsoft. C'est pas la PME du coin, c'est pas une entreprise de spectacle, hein. C'est plusieurs centaines de milliers de salariés, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est plusieurs milliards de dollars, dizaines de milliards de dollars de résultats, et pour autant, voilà typiquement le genre de culture qui, dans le monde anglo-saxon, fonctionne très très bien. Bon, il a fini par être mis dehors, ils ont peut-être compris qu'il était définitivement givré. Mais voilà un modèle de fonctionnement, voilà un modèle de communication, et pendant des années, Bill Gates, puis Steve Ballmer, avec ce style un peu particulier, a réussi à communiquer, à convaincre, à générer de l'enthousiasme et à mobiliser ses troupes de cette manière-là. Dernier élément, en termes de leadership, un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit être capable de décider, d'arbitrer, de tenir sa position dans la durée. Ça, c'est dur. C'est dur quand vous êtes patron d'entreprise parce qu'en général, la décision, c'est jamais blanc ou noir. Ce sont souvent des zones grises. Décider entre deux projets, eh bien, c'est décider, c'est choisir, c'est donc renoncer. C'est renoncer à un projet au profit d'un autre, c'est favoriser une direction plutôt qu'une autre,
c'est de dire bah, je vais investir dans tel domaine et mettre des moyens importants au détriment d'un autre domaine. Et ça, évidemment, dans une entreprise, bah, vous avez des collaborateurs qui vont faire pression pour dire bah, c'est mon projet qu'il faut accepter. À partir du moment où vous dites non, c'est toujours facile de dire oui. Comme un homme politique, dire oui, c'est pas compliqué. Dire non, ça l'est beaucoup plus. Et donc la caractéristique d'un bon dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui a le courage de ses décisions, qui sait dire non, qui sait argumenter, et puis surtout qui n'est pas volage, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de tenir sa position, parce qu'il y aura à un moment ou un autre des pressions pour essayer de le faire revenir en arrière. Donc un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit avoir ses compétences de leadership. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences de stratège. Steve Jobs, je suis extrêmement réservé sur ses pratiques fiscales et d'optimisation, voire de fraude fiscale. En revanche, un respect considérable en tant que stratège. C'est quelqu'un qui avait une vraie vision stratégique. Cette vision, c'était la capacité justement à dessiner une vision, à dire demain, on sera là-bas. On aura inventé tel produit pour tel usage et on aura révolutionné la manière dont fonctionnent les gens au quotidien. Le jour où il a dit, il y a maintenant 12 ans de ça, un ordinateur, c'est quelque chose qui doit pouvoir se mettre dans une enveloppe Kraft A4 et pouvoir se trimballer partout, s'allumer tout de suite. Vous n'avez peut-être pas souvenir de ça, parce qu'il y a une dizaine d'années en arrière, vous n'étiez peut-être pas trop sur les ordinateurs portables, mais un ordinateur portable sous Microsoft, donc Steve Ballmer, il y a une dizaine d'années, entre le moment où vous l'allumiez et le moment où vous pouviez commencer à travailler dessus, il se passait 30 secondes, une minute, voire un peu plus, le temps de lancer tous les logiciels. C'est lui qui a dit, les ordinateurs portables, et en l'occurrence ce type de modèle-là, il faut qu'il s'allume en 7 secondes. Parce qu'on doit pouvoir l'ouvrir à tout moment, l'ouvrir, le fermer, s'asseoir, être assis par terre dans la rue, ouvrir son ordinateur sans avoir ce besoin de se connecter, de se plugger, de brancher tout un tas de câbles. Ça doit pouvoir être totalement libre. Et c'est sur cette logique-là qu'il a réfléchi à ce type d'ordinateur. C'est sur cette logique-là qu'il a réfléchi aux tablettes, qu'il a imaginé ce qu'est aujourd'hui l'univers que vous connaissez et que vous pratiquez. Donc avoir cette capacité de vision. Et au-delà de la capacité de vision, être capable de projeter ses équipes en disant on va le faire. C'est bien de dire demain le monde sera comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué de dire demain le monde sera comme ça grâce à nous, parce qu'on va le faire. On va le faire, c'est de dire il faut avoir une approche systémique. Un dirigeant, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à une chose, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vision globale de l'économie, à la vision globale de son marché. Ça, c'est une chose que vous allez apprendre en école. C'est une force extraordinaire que vous allez apprendre en école. Dans toutes les écoles, quelle que soit l'école, peu importe, vous allez faire de la finance, de l'économie, de la stratégie, de la gestion des ressources humaines, du marketing, de la supply chain, de la logistique, des systèmes d'information, du droit. Bref, vous allez appréhender l'entreprise dans sa globalité. C'est ce que nous appelons une approche systémique. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand vous êtes dirigeant d'entreprise, il ne faut pas s'intéresser à son produit, juste à son produit, ou il ne faut pas s'intéresser juste à son marché, ou il ne faut pas s'intéresser juste à son organisation. Un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de définir une stratégie en fonction de ressources humaines, en fonction de moyens matériels, en fonction de moyens financiers. Ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la comptabilité, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la finance, c'est quelqu'un qui est capable d'établir une stratégie, c'est quelqu'un qui est capable de faire du marketing, c'est quelqu'un qui est capable d'être le premier commercial de son entreprise, donc d'être un bon négociateur. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre la gestion des ressources humaines, parce que la richesse la plus importante dans une entreprise, ce sont ses hommes et ses femmes. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre qu'il faut des systèmes d'information. Alors c'est pas lui qui va faire tout ça. Mais pour pouvoir donner une vision globale, il faut avoir cette approche globale. Et la force que vous avez en rejoignant les écoles de management, c'est qu'on va vous donner cette vision systémique. C'est ce qui différencie d'ailleurs, de mon point de vue, les écoles de management des formations universitaires en gestion. Certaines sont très bonnes, hein. Il y a des IAE qui font de très très bons boulot, mais qui vont former des spécialistes. Des spécialistes de marketing, des spécialistes de finance, des spécialistes de gestion des ressources humaines. La force des élèves d'école de management, c'est qu'ils ont une approche complète, généraliste, qui leur permet d'avoir cette vision globale. Être à la fois, alors ça c'est paradoxal, être à la fois analytique et intuitif. Analytique parce qu'il ne faut pas se jeter à l'eau sans regarder ce qu'il y a dans l'eau, donc il faut en général analyser son marché, faire preuve de rationalité, mais en même temps ce qui fait la force d'un entrepreneur, ce qui fait la force d'un créateur d'entreprise, ce qui fait la force d'un dirigeant, c'est la capacité à dire on y va. Là il y a une opportunité, il y a un truc à faire. Moi quand j'ai débuté ma carrière, j'étais dans une entreprise qui fabriquait des machines de travaux publics. Et j'avais été embauché par mon patron,
D'abord pour m'occuper du développement commercial à l'international, puis ensuite pour prendre la direction générale de cette entreprise. Bon, c'était pas une grosse entreprise, hein. J'avais 80 salariés en France et 250 à l'export. Lui était président, moi j'étais directeur général. Si vous n'avez pas les qualités d'analyse et d'intuition en même temps, il faut savoir les combiner. On était typiquement dans une vraie logique de combinaison. Mon patron, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. C'est quelqu'un qui avait une soixantaine d'années à l'époque. C'est quelqu'un qui était un vrai intuitif. Je me souviens toujours, un jour, il rentre de vacances. On fabriquait des machines pour refaire les routes. Il rentre de vacances dans les pays d'Asie centrale. Et il arrive et il me dit, il faut aller au Tadjikistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Bon, t'es sûr? Moi je veux bien, mais pourquoi tu veux aller dans ces pays-là? C'est quand même pas les pays les plus connus, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus intéressants, mais pourquoi tu veux aller dans ces pays-là? J'en reviens, les routes sont défoncées, notre technique est adaptée, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Et il répétait ça en permanence. L'analytique que je suis, j'ai un peu fait des études, se dit, je vais regarder, je vais analyser dans le détail le risque pays dans ces pays-là, je vais analyser la solvabilité des entreprises, le droit. Est-ce que si on va là-bas, on va pas se faire arnaquer, voler, déposséder, avec impossibilité de récupérer en justice nos biens? Donc j'essaye de fonctionner de manière rationnelle. À la fin de mon analyse rationnelle, je fais un état, force, faiblesse, opportunité, menace, et objectivement, la conclusion est de dire, il y a une vraie opportunité, il y a pas mal de menaces, on n'a pas beaucoup de force pour y aller, on a surtout des faiblesses. Donc, je suis plutôt réservé. Lui a insisté, en disant, de toute façon, c'est mon argent, c'est moi le président, je veux y aller. Il avait 100% raison. Il avait 100% raison parce que, objectivement, il y avait un marché considérable qui était mal couvert parce que personne ne voulait aller dans ces pays-là. Et il avait senti que c'était l'endroit où il fallait se développer. Et on a gagné beaucoup d'argent. A contrario, 2 ans plus tard, en 1999, il me dit, il faut qu'on aille en Argentine. Donc, je refais mon analyse. Et là, l'analyse, elle est feu vert quasiment sur tous les domaines. Il y a un marché, les gens sont solvables, nos produits sont cohérents. Donc on pourrait se dire, on a intérêt à y aller. Il y avait un seul critère qui était dans le rouge, qui était qu'à l'époque, un critère macroéconomique, le pesos argentin était arrimé au dollar, et en gros, c'est comme si vous, sur votre vélo, vous essayez de suivre Lance Armstrong dans la montée de l'Alpe d'Huez. Vous allez peut-être faire les 2 premiers virages, puis au 3e virage, vous êtes tout rouge, vous explosez, vous descendez du vélo, vous vous asseyez et vous le laissez partir. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. L'économie argentine, qui s'était arrimée à l'économie américaine, a été beaucoup moins dynamique que l'économie américaine, et à un moment donné, le peso a explosé. L'Argentine a eu des dévaluations très violentes. L'économie a subi une crise hyper violente en 2000, sauf que nous, on avait investi beaucoup d'argent parce qu'il avait dit il y a un truc à faire là-bas, et qu'on a perdu beaucoup d'argent. D'un point de vue rationnel, moi j'avais dit il ne faut pas y aller parce qu'il y a un problème macroéconomique. Lui avait dit il faut y aller parce qu'il y a un marché. Donc vous voyez que l'intuition, ça marche parfois, pas toujours. Donc il faut être à la fois analytique et intuitif. Et puis il faut être capable de détachement, c'est-à-dire être capable de prendre de la hauteur. Le dirigeant, c'est celui qui va être pris dans des problèmes quotidiens, mais qui doit être capable de prendre de la hauteur, de s'extraire pour dire où est-ce que je veux emmener mon entreprise. Essayer de la projeter au loin. Et enfin, capable de prendre des risques et d'innover. Ce qui fait aujourd'hui la force d'un dirigeant d'entreprise, c'est la capacité à prendre des risques et innover. Si vous faites du MeToo, du mimétisme, que vous faites la même chose que vos concurrents, la réalité, la probabilité que vous réussissiez mieux que vos concurrents est extrêmement faible. Par contre, si vous essayez d'innover, d'être en rupture, eh bien vous avez peut-être une chance d'arriver à vous imposer, y compris sur des marchés arrivés à maturité. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de s'imposer. Tiens, je vous donne un exemple. Le marché de la restauration à Paris, il est saturé, ou quasiment saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de restaurants, et en particulier sur la restauration rapide, aujourd'hui, il y a une véritable saturation. Il y a 4 ans de ça, 5 ans de ça, c'était en 2010, un de mes diplômés, Guillaume Santin, je le vois, et il me dit « Monsieur, je vais ouvrir un restaurant rapide sur Paris. » Sur le moment, vous vous dites, il va sur un marché saturé, qui est piloté par des gens qui s'appellent McDonald's, qui s'appellent Subway, qui s'appellent Quick, qui sont des entreprises très riches, très grosses, très puissantes. Guillaume, diplômé de l'ESC Dijon, pas un sous-vaillant en poche, comment il va pouvoir s'imposer sur ce marché? S'il tente de copier McDo, s'il tente de copier Subway, il fera toujours moins bien. Il a analysé son marché, il a été à la fois analytique et intuitif. Il avait senti qu'il y avait une opportunité, et derrière il a essayé d'analyser. Il s'est dit le problème numéro 1
des entreprises, de la consommation, de la restauration rapide dans Paris aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont des revenus plutôt élevés, ils n'ont pas envie d'aller manger chez McDo. Ils n'ont pas envie d'aller manger chez McDo, parce que c'est de la, je mets des guillemets, malbouffe, c'est pas très bon, c'est un peu bas de gamme, donc ils n'ont pas envie. En même temps, c'est des gens qui n'ont plus le temps de manger au restaurant entre midi et 2, tout simplement parce que ils bossent, ils sont cadres, ils sont dans des entreprises où ils n'ont pas le temps de prendre 2 heures pour aller au restaurant et d'attendre, surtout. Donc, il avait analysé qu'il fallait quoi? Qu'il fallait un type de restauration rapide avec des produits haut de gamme, avec des produits sains, des produits authentiques, mais qu'on puisse manger rapidement, sur le pouce, où on ne soit pas assis avec un menu à attendre qu'un serveur, désespérément, vienne prendre votre commande. Et donc il a créé une première enseigne qui s'appelle La Belle Ferme, où il a d'abord créé un restaurant. Alors ça ressemble à un Subway, hein, à part qu'au lieu d'avoir de la salade verte de base et du maïs de base, et puis du jambon blanc de base, vous avez des salades qui sont des salades chez un petit producteur, donc élevées en pleine terre, qui sont bien meilleures. Au lieu d'avoir du jambon blanc, vous avez un foie gras qui vient de chez un petit producteur de Dordogne, qui est un foie gras de très haut niveau. Au lieu d'avoir des produits de base, vous avez des produits authentiques, très haut de gamme, sourcés chez des producteurs avec une vraie image. Résultat, il a trouvé sa niche de marché, il a innové, il a créé un premier restaurant, ça a bien marché. Puis comme c'est quelqu'un qui avait un peu suivi les cours de marketing à l'école, bon, c'est pas le plus assidu en cours, hein. C'était le président du BDO, il avait autre chose à faire. Moi je l'ai bien connu parce que je le voyais beaucoup en conseil de discipline. Et Guillaume, c'est quelqu'un qui malgré tout avait suivi les cours de management, il a fait un truc tout bête. Quand il a créé son restaurant, il a pris l'annuaire des diplômés de l'école, donc il a été intuitif. Il a pris l'annuaire des diplômés de l'école, il a regardé tous les gens qui étaient dans les médias, dans la presse, susceptibles de parler de son restaurant. Et puis il les a invités pendant une semaine à déjeuner gratuitement. Résultat, évidemment, les gens sont venus, ils ont trouvé son concept bien, ils ont parlé dans des journaux, dans la presse. Et puis il y a quelques années, 2 ans après la création de son entreprise, de son premier restaurant, il m'appelle un soir, il m'envoie un post sur Facebook un soir en me disant « Monsieur, dimanche soir, s'il vous plaît, regardez France 2, le journal de 20h. » Bon, okay. C'est un dimanche comme il y en a parfois où il n'y a rien, il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas de catastrophe quelque part sur Terre, il n'y a pas de défaite du PSG, bref, il n'y a pas grand-chose à évoquer. Donc les journalistes, dans ces cas-là, ça dure longtemps, hein, les 30 minutes du journal télé, donc ils font ce qu'on appelle des sujets marronniers, des sujets qu'on peut placer à tout moment pour occuper l'espace. Et ce soir-là, sur le coup de 20h10, 20h15, on voit un sujet, vous pourrez taper, vous allez sur YouTube, vous tapez La Belle Ferme et vous verrez ce reportage. Vous avez un journaliste qui commence à évoquer les nouveaux modes de consommation alimentaire des salariés parisiens. En disant, voilà, les cadres dans Paris aujourd'hui, ils veulent manger bon, ils veulent manger sain, ils veulent manger authentique, mais ils n'ont pas de temps, donc ils ne peuvent pas aller au restaurant. Donc il y a de nouveaux concepts qui émergent. Et on voit la caméra qui arrive devant le restaurant La Belle Ferme, et puis la caméra ouvre la porte, pousse la porte, rentre, on voit Guillaume derrière son enseigne en train de montrer, là vous avez de la noix de jambon, là vous avez du foie gras, là vous avez ceci, cela, ça vient de chez tel producteur, etc. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez 7 millions de téléspectateurs qui regardent pendant 2 minutes un reportage où on parle que de votre restaurant, il a triplé son chiffre d'affaires. Dans les semaines qui ont suivi, il a triplé son chiffre d'affaires. Voilà typiquement quelqu'un qui avait compris, à la fois de manière rationnelle, comment faire un plan marketing, mais de manière intuitive, comment aller chercher de nouveaux types de consommateurs. Il faut donc avoir cette capacité à prendre des risques, à innover. Et aujourd'hui, Guillaume, sur Paris, c'est 4 restaurants La Belle Ferme. Il est en train d'ouvrir des restaurants en franchise à Marseille, d'ouvrir des restaurants en franchise à Lyon, d'ouvrir des restaurants en franchise à Bordeaux, parce que ça y est, il a franchi un cap, son concept marche, il a innové, il a pris des risques. Et bien que le secteur soit saturé, il y a beaucoup de gens qui, dans le secteur de la restauration, vous disent aujourd'hui, c'est mort, c'est impossible de se développer, les grosses enseignes sont tellement puissantes, les Subway, les McDo, c'est pas la peine d'essayer. Si, c'est la peine d'essayer. C'est la peine d'essayer, mais à condition de prendre des risques et d'innover. Si c'est pour faire la même chose que McDo, vous n'y arriverez pas. Si vous innovez, vous y arrivez. Le dirigeant, c'est celui qui a cette capacité. C'est quelqu'un qui a des compétences de manager. Ça, en école, vous apprendrez ça évidemment. Vous apprendrez ça évidemment. Il faut maîtriser les fondamentaux du management. Bon, faut savoir ce que c'est que la finance.
parce que vous aurez à discuter avec un banquier, il vaut mieux comprendre les principes fondamentaux de la comptabilité et de la finance. Vous discuterez avec vos clients, il vaut mieux savoir négocier. Vous aurez à embaucher des gens, donc il vaut mieux savoir ce que c'est que la gestion des ressources humaines. Il faut savoir maîtriser le management d'équipe, parce que la caractéristique d'un dirigeant, c'est qu'il ne réussit pas seul. On peut être le patron le plus brillant, le plus intelligent, le plus visionnaire qui soit, on ne réussit pas seul. On réussit parce qu'on arrive à fédérer autour de soi des gens qui croient en vous, qui croient dans votre projet, qui croient dans votre personne, qui ont envie de vous suivre, qui vous font confiance, qui vont quelque part peut-être lier leur destin au vôtre. Et à travers cela, eh bien, en ayant cette capacité à manager une équipe, à l'emporter avec vous, vous arriverez à faire en sorte que votre entreprise réussisse. Moi, j'ai en tête un dirigeant d'entreprise, il viendra un peu plus loin sur la maîtrise du stress. C'est un dirigeant d'entreprise, son entreprise était au bord du dépôt de bilan. Dépôt de bilan, ça veut dire que l'entreprise, elle risquait d'être en cessation de paiement parce qu'elle n'avait plus suffisamment d'argent pour financer son activité, et donc elle se mettait en danger, sa pérennité était clairement en danger. Ce dirigeant d'entreprise, il avait donc à gérer ce stress. Et c'est horrible de se dire, peut-être tous les jours, je vais peut-être être obligé d'arrêter mon entreprise. Il y a 20 salariés, je vais peut-être être obligé de les licencier. Et pour autant, il ne fallait surtout pas qu'il en parle. Il ne fallait surtout pas qu'il évoque cette question-là ou qu'il laisse paraître son stress auprès des salariés, parce qu'il fallait qu'il continue tous les jours, à travers du management d'équipe, à leur donner envie de se battre, à leur donner envie de développer l'entreprise pour en sortir par le haut et non pas par le bas. Donc il faut avoir cette capacité à manager. En école, toutes les écoles vous apprendront comment est-ce qu'on manage une équipe, comment est-ce qu'on essaye de fédérer une équipe, comment est-ce qu'on essaye de la projeter et de lui donner de la vision. Savoir faire travailler les autres, c'est ce que je disais à l'instant. Un dirigeant, il ne réussit pas seul. Il réussit parce que les autres vont travailler dans le même sens que lui. Comprendre globalement sans être un expert. Quand on est dirigeant d'entreprise, il faut s'intéresser à toute l'entreprise. C'est le problème des entreprises françaises. Souvent, les dirigeants d'entreprise sont des anciens ingénieurs ou des anciens techniciens qui sont montés à la tête de l'entreprise qu'ils ont créée, qu'ils ont rachetée ou dans laquelle ils étaient. Et donc, comme ils sont spécialistes dans un domaine technique, ils veulent imposer avant tout leur maîtrise technique. Et moi, ce que je dis aux dirigeants avec lesquels je travaille, que j'accompagne, c'est de leur dire, vous êtes un spécialiste en ingénierie, vous êtes une société d'ingénierie, obligez-vous un truc, ne parlez jamais d'ingénierie. Vous avez des ingénieurs qui sont là pour ça. Votre problème à vous, c'est pas de travailler sur vos points forts, c'est de travailler sur vos points faibles. La finance, le marketing, le commercial, l'organisation, la gestion des ressources humaines. Le reste, ça va aller tout seul puisque c'est votre domaine de points forts. Avoir des compétences psychologiques, parce qu'un dirigeant, je le disais, c'est quelqu'un pas comme les autres. Tout le monde le regarde et c'est lui qui doit décider. Donc c'est lui qui, quelque part, va avoir un facteur supplémentaire à maîtriser. Faire preuve de constance. Une entreprise, ça se développe dans la durée. Quelqu'un qui est inconstant, quelqu'un qui va dans tous les sens, qui n'est pas clair, qui ne donne pas de vision, qui ne donne pas de cap, c'est quelqu'un qui ne peut pas emmener ses salariés avec lui. Moi, j'ai coutume de dire qu'un dirigeant, c'est comme un capitaine de navire. Un capitaine de navire, il sait où il veut aller. Il part de La Rochelle, il veut aller à Brest. Il va annoncer à son équipage qu'on est à La Rochelle, enfin ça, il n'y a pas besoin de le dire, mais qu'on va aller à Brest. Et puis il va donner le 4. Et si au bout de 2 jours, il dit non, finalement, on va à Biarritz, et puis après, non, finalement, on repart à Brest, il va se retrouver avec un équipage qui va finir par se mutiner en disant ça suffit, où on va? Alors que si le dirigeant dit on va à Brest, maintenant je vous dis globalement comment on va y aller, mais ça dépendra des vents. Peut-être qu'on sera obligé de tirer des bords, peut-être qu'on pourra y aller en ligne directe. On verra, ça dépendra des vents. Il faudra qu'on s'adapte. S'il tient ce discours, s'il donne de la vision, où on veut aller et comment on veut y aller, eh bien en général les gens adhèrent, ils suivent. Je le disais, savoir maîtriser son stress. Le dirigeant est seul. Un cadre, il a des collègues, des copains, avec qui il peut discuter parce qu'ils sont au même niveau que lui. En haut de la pyramide, il n'y en a qu'un. Il ne peut pas discuter avec d'autres gens dans l'entreprise. Ce qui veut dire que quand vous êtes seul à la tête d'une entreprise, vous avez à gérer les angoisses, le stress. Moi, quand j'étais à la tête de l'entreprise de matériel de travaux publics que j'ai dirigé pendant 4 ans, on avait une caractéristique, c'est qu'on avait des besoins en gestion de trésorerie très forts. Ce qui veut dire qu'à la fin de chaque mois, si on n'était pas payé par nos clients, on risquait de se mettre en danger pour payer les salaires des salariés. C'est compliqué, hein, quand vous ne savez pas si vous allez pouvoir faire les salaires des salariés à la fin du mois. Non pas que votre entreprise soit en danger, mais que les flux de trésorerie se combinent pas bien. À l'époque, j'avais 25 ans. Pendant 4 ans, tous les 30 ou 31 du mois, entre le 30 et le 31 et le 1er, dans la soirée, on savait si on avait les virements ou pas, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on pouvait les vérifier que le lendemain,
en allant appeler par téléphone et non pas en consultant en direct sur Internet, bah, tous les 30 et 31 du mois, j'ai pas beaucoup dormi. Je dormais pas ce soir-là. Parce que je me disais, si demain je fais pas les salaires, bah, je vais mettre des familles en difficulté. Mais vous pouvez pas arriver dans l'entreprise et gérer votre stress en vous mettant à hurler sur tout le monde ou en disant on est mal si jamais on n'arrive pas à faire les salaires. Il ne faut pas que les gens soient inquiets. Donc il faut que vous appreniez à absorber, à gérer ce stress. Avoir une bonne connaissance de soi, bah, pour pouvoir absorber ça, il faut bien se connaître. Savoir choisir les hommes et les femmes, je le disais, on ne travaille pas seul dans une entreprise. Donc le métier le plus important d'un dirigeant, c'est de savoir choisir les gens avec qui on va travailler. Savoir s'entourer, si on a un comité de direction, et puis savoir les compétences et les personnalités qu'on recrute quand on est dans une entreprise. Moi, c'est ce que je fais dans mon école. Je vois tous les collaborateurs que je recrute, même les assistantes, même le personnel d'entretien, peu importe, je les vois. Parce que c'est des gens qui vont peut-être travailler avec nous pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Si jamais on n'est pas en phase au départ, bah pendant 20 ou 25 ans, on ne sera pas en phase. Donc autant connaître les gens avec qui on travaille et s'assurer qu'on a envie de travailler avec eux. Et puis en termes de recrutement, vous apprendrez une chose quand vous aurez des cours de gestion des ressources humaines, c'est quand on a un doute sur une personne au moment du recrutement, bah on se trompe 2 fois sur 2. Et quand on n'a aucun doute, qu'on est sûr que ça va bien se passer, on se trompe en général qu'une fois sur 2. Et on va faire preuve d'empathie, parce qu'un dirigeant d'entreprise, en tout cas de mon point de vue, c'est quelqu'un qui ne réussit que s'il s'intéresse aux autres. Évidemment à ses clients, mais aussi à ses salariés, pour pouvoir justement les mettre dans des dispositions qui permettent de développer l'entreprise. Alors une question existentielle que j'aimerais vous poser, enfin essentielle, existentielle peut-être pas, mais essentielle. Dirigeant d'entreprise, souvent on se pose la question, est-ce que je dois être aimé? Est-ce que je dois être craint? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on est à la tête d'une entreprise, est-ce qu'il faut chercher à se faire aimer? Ou au contraire, est-ce qu'il faut chercher à être craint? Les deux. Les deux? Pourquoi? Parce qu'il faut que les salariés puissent nous respecter, mais il ne faut pas non plus qu'on leur inspire de la haine. Ouais, d'accord. Qui pense qu'il faut être aimé? Il faut chercher à se faire aimer. Et il n'y a pas de honte à lever la main, hein? Qui pense qu'il faut chercher à être craint? 1, 2, 3, 4, 5. Les autres, vous pensez à rien. Les deux? Ok. Bah, la réponse que moi j'aurais tendance à dire, à la fois d'expérience et d'observation des dirigeants d'entreprise, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Plus vous mettez d'affectif dans une entreprise, en plus on est un peuple un peu latin quand même, donc dès qu'il y a de l'affectif, ça peut prendre des proportions importantes. Plus vous mettez d'affectif dans une entreprise, et plus vous sortez des décisions rationnelles. Plus vous sortez d'un modèle où vous allez essayer de projeter les gens avec une vision stratégique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques années, à l'ESC Dijon, j'avais une cadre qui était sur un poste où ça ne se passait pas bien avec sa chef, je la change de poste. Ça ne se passe toujours pas bien. Je la mets sur un autre poste en attente, et elle se dit en fait c'est une sanction. Ce n'était pas une sanction, j'essayais juste de la sortir d'un problème, de me mettre sur un poste en attente, en attendant de trouver, parce que j'avais une idée en tête. Et puis elle n'arrêtait pas de traîner sa misère en disant le chef m'aime pas, Stéphane, il m'aime pas, donc il me met sur des postes qui n'ont pas d'intérêt, il veut pas m'aider, etc. Donc un jour je reçois cette personne. Je la reçois, et je me dis, il est temps d'expliquer les choses, parce que manifestement elle ne comprend pas. Et elle était vraiment dans l'affectif. Il ne m'aime pas. Elle n'arrêtait pas de répéter ça, il ne m'aime pas, il ne peut pas me voir, il me déteste. Aimer, détester, ce n'est pas des mots qui doivent exister en entreprise. Donc je la reçois, je la fais asseoir en face de moi, j'avais volontairement pris un visage très très dur. Donc elle était déjà tétanisée avant de s'asseoir. Et je lui dis, Alexandrine, je voudrais vous dire quelque chose. Je ne vous aime pas. Vous entendez? Je ne vous aime pas. Elle était au bord des larmes, elle tremblait, tout ça. Je lui dis, j'aime ma femme, j'aime mon fils, j'aime ma fille, j'aime mes parents, j'aime mes frères, mais vous, je vous aime pas. Pourquoi je ne vous aime pas? Parce que j'ai pas à vous aimer. Vous n'êtes ni mes parents, ni mes enfants, ni ma femme, ni mes frères. Je n'ai pas à vous aimer, comme je n'ai pas à vous détester.
j'ai à vous respecter, j'ai à vous motiver, j'ai à vous valoriser si vous faites du bon travail, à vous recadrer si vous faites du mauvais travail, mais n'attendez pas d'amour de ma part. L'amour, ça relève de la sphère privée. On est en entreprise. Donc n'attendez de ma part ni amour, ni haine. On n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour être aimé. Si mes enfants me disent « Papa, je t'aime pas », ça fait mal. Je ne suis pas là pour être craint. Un dirigeant d'entreprise, il est là pour donner une vision, faire adhérer les gens à cette vision, et pour le faire, il faut respecter les gens, les recadrer si c'est nécessaire, mais ça n'est ni un problème d'amour, ni un problème de haine. Donc est-ce qu'il faut être aimé, est-ce qu'il faut être craint? De mon point de vue, ni l'un ni l'autre. C'est pas le problème. Et ça marche d'autant mieux que vous avez une vraie vision et que vous êtes capable de projeter les gens, et que vous avez des règles claires et cohérentes. Quand vous sanctionnez de la même manière deux personnes qui ont fait la faute, une faute identique, ou quand vous valorisez de la même manière, c'est-à-dire que vous ne créez pas d'injustice, deux personnes qui ont eu des résultats identiques, eh bien vous sortez de ces problèmes d'amour et de haine. Et vous gérez beaucoup mieux une entreprise que quand vous êtes dans une logique affective. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors un dirigeant, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un dirigeant? Un dirigeant d'entreprise, sa mission, on pourrait la résumer à un seul objectif avec une vision très libérale, voire ultralibérale. L'esprit du capitalisme, c'est de dire que le dirigeant, il est là pour créer de la valeur pour les actionnaires. Ça peut être lui l'actionnaire, ou il peut avoir des actionnaires, et son objectif, c'est de créer du cash. C'est une vision qui, pour moi, est une vision théorique, idéologique, et qui, pour moi, est une vision qui est malgré tout biaisée. Aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent le mieux sont des entreprises qui fonctionnent le mieux dans la durée. Le mieux dans la durée sont des entreprises qui ont compris qu'en fait, le rôle du dirigeant, c'était d'assurer un équilibre entre la rentabilité d'une entreprise, donc ce que je vais donner à l'actionnaire. Oui, l'actionnaire, il donne de l'argent. Il faut bien à un moment donné qu'on lui rende cet argent et qu'on lui le rende avec une plus-value. Sinon, il va à la caisse d'épargne, il fait 0,75% de taux d'intérêt par an, et puis basta. Il n'a pas besoin de prendre un risque. Et donc, c'est un équilibre entre de la rentabilité, de la pérennité et de la croissance. La rentabilité, c'est il faut rémunérer l'actionnaire. Parce que l'actionnaire, il a pris un risque en vous confiant son argent. Donc, il faut qu'il, quelque part, il s'y retrouve. Après, ce n'est pas 100% pour lui. Il faut en même temps qu'il y ait une logique de pérennité, c'est-à-dire que l'argent dans l'entreprise serve à investir pour l'avenir. Et si on donne tout à l'actionnaire, on oublie d'investir. Si on oublie d'investir, on obère à terme la pérennité de l'entreprise. Et ça ne peut pas se faire, c'est comme le vélo. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait de la croissance. Cette croissance, elle va financer les investissements, donc la pérennité, et elle va financer la rentabilité. Donc il faut un équilibre intelligent. Et les entreprises aujourd'hui qui sont les mieux gérées, on a des études qui le démontrent, hein. Moi je suis en train de faire une recherche assez importante sur le sujet, qui montre que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui sont au barycentre de... J'ai réussi à utiliser un terme mathématique, ce qui est rare chez moi. Sont celles qui sont en équilibre entre rentabilité, pérennité et croissance. Et ceux qui ne visent que la rentabilité, ils disparaissent très vite. Ceux qui ne visent que la croissance sans rentabilité, ils meurent très vite. Et ceux qui ne visent que la pérennité sans rémunérer leurs actionnaires et surtout sans se développer, eh bien il y a un moment donné où ils vont être dépassés par les autres. Donc il faut arriver à générer cet équilibre. La mission du dirigeant, c'est finalement de développer une vision pour l'entreprise, ce que j'ai dit, de la transcrire dans une stratégie, qui est en gros la feuille de route, en donnant les moyens de sa mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose que vous vivrez dans les entreprises qui est très dangereux. C'est quand un dirigeant dit « on va devenir le numéro 1 mondial », mais sans investir un centime. Ça ne marche pas. Si vous voulez être au top, il faut à un moment donné se donner les moyens de ses ambitions, en animant les équipes au quotidien. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit rester proche de son entreprise. Et puis, en s'assurant de manière périodique, comme le capitaine du navire s'assure qu'on tient bien le cap pour aller de La Rochelle à Brest, eh bien, il faut s'assurer un contrôle périodique que la stratégie qu'on a décidée, que la vision qu'on a donnée, eh bien, on est toujours dans la bonne direction. Le dirigeant, c'est un leader, par opposition à un manager. Vous, en école, vous apprendrez des dimensions de leadership et vous apprendrez des dimensions de management. Le leadership, leading, c'est diriger. C'est celui qui va montrer la voie, montrer le chemin, qui va produire du changement et du mouvement, par opposition à un cadre qui, lui, va exploiter des outils managériaux en finance, en marketing, contrôle de gestion.
ces outils pour pouvoir générer de l'ordre et de la rigueur dans une entreprise. Donc ce sont deux fonctions radicalement différentes, complémentaires. Il faut un dirigeant et des managers pour arriver à gérer une entreprise. Et c'est ce qui fait qu'une entreprise, en général, se développe bien s'il y a cette bonne articulation. Alors, peut-être que demain, vous serez dirigeant. Peut-être que demain, vous serez dirigeant d'entreprise comme Guillaume. Guillaume, ce que j'appelle le créateur sérieux, par rapport au pas sérieux, j'y viendrai dans quelques instants. Guillaume, c'est un diplômé de l'école qui a fait une spécialisation en audit, expertise, conseil. Parmi certains d'entre vous sont en classe préparatoire au CT. Vous êtes sans doute intéressés par la comptabilité, par l'audit, par l'expertise comptable. On a dans notre école une filière AEC Audit Expertise Conseil qui est un parcours d'excellence de très haut niveau pour rejoindre les grands cabinets. C'est ce qu'a fait Guillaume. Guillaume, il a fait son apprentissage en expertise comptable chez Ricol et Lasteri. Alors c'est pas un des Big Four, KPMG, Ernst, Deloitte, Price, avec lesquels on travaille. Mais Ricol et Lasteri, c'est un cabinet particulièrement important parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle René Ricol, qui a été le médiateur du crédit en France, qui est une personnalité majeure de l'économie française. Il a fait son apprentissage là-bas. Il aurait pu être auditeur, expert comptable, salarié dans un grand cabinet avec une rémunération très confortable, mais salarié, c'est-à-dire celui qui exécute, celui qui met en œuvre, non pas celui qui décide. Il s'est dit à un moment donné, c'est pas ce que je veux faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'être indépendant, diriger mon entreprise. Alors il a eu une petite période intermédiaire volontaire où il a travaillé comme commercial. Bah oui, parce qu'un dirigeant, c'est le premier commercial de l'entreprise. On n'a pas envie d'aller vendre, on n'a pas envie de faire du commercial, peut-être. Le dirigeant, c'est toujours le premier commercial. Donc il faut savoir y faire. Alors il n'a pas fait ça par hasard, il a fait ça chez 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui vise à développer la culture d'entreprendre, parce que derrière, il avait en tête une logique très forte qui est la logique de réseau. Avoir des réseaux de gens pour l'aider. Être en contact avec René Ricol, il s'avère qu'il avait travaillé en direct avec René Ricol, bah, c'est vous ouvrir un carnet d'adresses fantastique. Être au sein de 100 000 entrepreneurs, ça lui a ouvert un carnet d'adresses fantastique. Et puis quand il a voulu lancer son entreprise, bah, il avait toutes les clés en main. Il avait une expertise, il avait des réseaux, il avait des compétences commerciales. Et donc il a créé un cabinet de lobbying à Bruxelles qui s'appelle Vélit Influence, il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a 12 salariés, 12 cadres. Donc c'est quelqu'un qui, en 3 ans, a su développer rapidement une entreprise et il est dirigeant. Et quand j'en discute avec lui, ses principaux moteurs, c'est quoi? Être indépendant, créer, porter des projets et pas dépendre des autres. Voilà typiquement un profil d'entrepreneur. Autre profil d'entrepreneur un peu moins sérieux pour terminer, j'allais dire pas sérieux, mais en fait beaucoup plus sérieux qu'on ne pourrait le penser. C'est Pierre. Pierre, il a fait une spécialisation en marketing communication. Jusque-là, c'est sérieux. Il est rentré chez Dailymotion comme stagiaire, puis ensuite comme responsable. C'est même lui qui a créé la rubrique humour de Dailymotion. Vous savez, quand vous allez sur la première page, il y a une rubrique sur laquelle il y a des sketchs, etc. C'est lui qui l'a créé, cette rubrique. Il était parti pour une logique de salarié, il était très bien payé chez Dailymotion. Puis à un moment donné, à la tête de la rubrique humour, il s'est rendu compte que ce qu'il mettait en ligne sur Dailymotion, c'était drôle, mais que ce que lui avait créé et qui était mis en ligne sur Dailymotion, c'était encore plus drôle. Résultat, il a dit, bah, je lâche mon poste de salarié, je lâche mon poste chez Dailymotion où j'ai a priori une belle carrière devant moi, et je deviens humoriste. Il s'appelle Pierre Cross, mais un humoriste, c'est quelqu'un qui crée sa société. Donc il est créateur, il est producteur, il est responsable de sa propre communication. Aujourd'hui, il a 3 salariés, et Pierre, aujourd'hui, c'est PowerPoint Comédie. Il est passé à 4 reprises à On ne demande qu'à en rire. Il vient de faire le Casino de Paris. Et c'est plusieurs millions de vues sur Dailymotion. Il est resté fidèle à Dailymotion plutôt qu'à YouTube. Évidemment, ça se comprend. Avec tout un tas de sketchs autour de PowerPoint. Au moins, il a appris quelque chose à l'école, c'est comment utiliser un PowerPoint. Et peut-être que demain, comme Guillaume, comme Pierre, mais aussi comme Jonathan et Lamine, créateurs de Shop Ton Sam, ils sont encore à l'école, ils ont créé leur entreprise, comme Chafana qui est toujours à l'école et qui a créé Panda Appétit, comme Nathan qui a créé Monsieur Gourmand, comme Benjamin qui a créé Varion, une boîte de prod, comme Hélène qui a créé Dédoublé, une boîte de communication, comme Pierre qui a créé Sésame avec des élèves ingénieurs, qui est un modèle qui viennent de vendre à une très grande banque d'affaires de prévision de l'évaluation des cours boursiers, comme Guillaume de la Belle Ferme dont je vous ai parlé, comme Alexandre qui a créé I Am La Mode, une plateforme de crowdfunding pour les jeunes créateurs de mode, et comme tous les autres, eh bien peut-être que demain, ce sera à vous de jouer. Merci.